Thierry vous disait effectivement que je vais vous parler du 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Et je disais à Thierry, en réalité, pas tout à fait ce qu'il vous a dit. Ce qu'il vous a dit était vrai, mais je me suis plaint auprès de lui. Pourquoi ai-je eu l'idée saugrenue, il y a quelques mois, de lui dire, tiens, si on faisait une conférence sur le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Je pensais la chose facile pour les économistes. Karl Marx est évidemment un auteur important. Donc je me suis dit, il va raconter comme d'habitude les mêmes sornettes, ça va être facile, on va se défouler, on va faire plaisir à Thierry Lenz, en disant que Marx est un âne, et ainsi de suite. Or, l'ouvrage non seulement est intéressant, il est d'une extrême difficulté. Il connaissait la France et les événements français de la Révolution jusqu'au 18 Brumaire de Louis-Napoléon magnifiquement. Bref, plus jamais je proposerai à Thierry des sujets dont je me dis « tu les maîtrises sans problème ». Mais en réalité, cette conférence, je l'espère, vous intéressera. Je ne dirai pas que c'est quelque chose d'extrêmement facile, parce qu'il faudra passer par quelques détours sans lesquels on ne comprend pas ce que Marx a voulu écrire dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte et la façon dont il dissèque les événements et les analyse, même si vous allez y retrouver évidemment les concepts habituels. J'ai donc beaucoup de choses à vous dire ce soir. Je ne pourrai pas toutes les dire, ce n'est pas une formule de politesse, puisque j'ai travaillé pour cette conférence de telle façon que je vais en tirer un article. Les économistes sont habituellement assez utilitaristes, et donc, ayant travaillé, je vais en faire un article, et il y aura des développements plus importants que dans le temps imparti. Je me suis permis aussi de rédiger un petit document qui, je l'espère, vous facilitera les choses, y compris avec 2 pages pour prendre des notes, vieille habitude universitaire. Vous avez un résumé en première page. Vous avez ensuite des éléments succincts sur la vie de Marx, j'y reviens dans un instant. Les idées de Marx, je vous en dirai quelques mots. C'est ce détour productif qu'il nous faut faire. Si on ne se rappelle pas, alors je sais que certains d'entre vous connaissent certainement très bien l'œuvre de Marx. Mais pour ceux qui ne connaissent pas exactement, bien sûr, ils connaissent ces termes, loi de la valeur travail, la plus-value, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire ce détour productif avant d'attaquer le contenu lui-même de l'ouvrage. Je vous ai mis quelques indispensables repères chronologiques. Comme vous les avez, on ne les lira pas à l'instant. Petit gain de temps. Quant à l'ouvrage, je suis allé à la maison mère. C'est du reste la meilleure édition, le 18 Brumaire de Louis Bonaparte aux éditions sociales. Les éditions sociales sous ce nom étaient en réalité, elles ont disparu, elles ont ressurgi il y a 1 an, les éditions du Parti communiste français, alors que beaucoup croient que sous le nom d'éditions ouvrières, ce n'était pas du tout le cas. Les éditions ouvrières étaient des éditions indépendantes et publiant assez rarement du reste des choses de ce genre en termes idéologiques, alors que les éditions sociales ont été longtemps les éditions du Parti communiste. Je suis donc allé à la maison mère pour me procurer l'ouvrage en question qui n'est plus disponible. Je vous l'ai dit, si vous le voulez bien, pour vraiment se centrer sur les choses fondamentales, vous avez quelques éléments succincts sur la vie de Marx. Je ne vais pas y revenir longtemps, sinon pour vous dire, mais vous le savez, que Karl Marx n'a jamais travaillé de sa vie au sens de ce mot. Il a beaucoup écrit, il a beaucoup lu, mais il n'avait pas d'expérience de ce qu'était le travail, donc il a parlé du prolétariat de façon particulièrement théorique. Je n'ai pas résisté dans ces éléments succincts, vous le trouvez à la fin,
de vous rappeler que Marx est enterré, ce que vous savez sans doute, en Angleterre, que désormais il faut acquitter un droit d'entrée. C'est une association marxiste qui gère le tombeau de Karl Marx et les quelques mètres alentours. Il faut acquitter un droit d'entrée pour pouvoir se recueillir sur la tombe de Marx. Ça peut faire un séjour intéressant pour Thierry. Et d'autre part, mais là, c'est le prince-président, mais pas celui-ci, vous, qui déciderait de vous cotiser possiblement, puisqu'on peut se faire enterrer désormais près de Karl Marx pour la modique somme de 30 000 euros. Je suggère ce soir, ce qui sera sans doute la chose la plus intéressante de la conférence, que l'on puisse se cotiser, créer même une fondation afin de recueillir 30 000 euros pour que Thierry puisse reposer un jour auprès de Karl Marx. Je vois que vos sourires et votre satisfaction. Eh bien, Madame Marx, j'en dis quelques mots, vous le verrez dans les éléments succincts. C'était une baronne fort riche qui a entretenu son mari pendant longtemps, son mari qui faisait des escapades un peu partout. C'est autre chose. Je vous ai rappelé quelques éléments de la vie de Marx. Je voudrais par contre être un peu plus long sur les idées de Marx. Quand je dis être un peu plus long, c'est simplement rappeler ce qu'il y a sous telle ou telle expression de Marx. Car si on ne le fait pas, on se condamne à ne rien comprendre à l'ouvrage en question. Je me permets donc, vous pouvez prendre du reste cette page en dessous des éléments succincts sur la vie de Marx, si vous le voulez bien, et je vais vous dire un mot simplement, c'est très frustrant, et pour vous et pour moi, mais sinon il ne me restera plus le temps concernant l'ouvrage, vous rappeler les principales idées de Karl Marx. Et la première, c'est la différence qu'il fait entre l'infrastructure et les superstructures. L'infrastructure, chez Marx, c'est la forme, en un moment donné, que revêt les droits de propriété. Et c'est l'allure des droits de propriété, en un moment donné, qui génère, qui induit le type d'exploitation entre les uns et les autres. Les maîtres et les esclaves, c'est le moulin à bras. Souvenez-vous de la fin du film avec De Funès et Montand. Je ne me souviens plus le titre, mais vous allez me le souffler, où la dernière scène de Funès pousse la folie des grandeurs. Merci, madame, c'était pour voir si vous suiviez. Tel est le cas. Ensuite, c'est le moulin à eau. Et Marx écrit, je le cite à partir de maintenant quasiment tout le temps, donc c'est plus du Schweitzer, c'est du Karl Marx à partir de maintenant, et cela donne la dialectique baron-serf. Arrive la révolution industrielle, puisque Marx est né en 1818 et il est mort en 1883. Il a donc connu la révolution industrielle qu'il admirait énormément. Marx n'est pas un auteur anticapitaliste, c'est une erreur grossière. C'est un auteur post-capitaliste. Il admirait profondément l'industrie, les révolutions industrielles. Il y a eu 3 entre 1840 et 1890. Simplement, le capitalisme est victime de ses propres contradictions. Et donc, il crée les éléments qui vont le détruire. Donc, nous sommes à la révolution industrielle et à ce moment-là, c'est patron, prolétaire. C'est toujours la même dialectique, évidemment. Exploiteur, exploité. Ceux qui dominent, ceux, pour parler comme Jean Ferrat, qui n'ont pour or que leur nuit blanche. Les prolétaires, les exploités. Les superstructures, c'est tout le reste. Et pour Marx, tout le reste participe à consolider l'infrastructure. Là encore, vraiment, j'ai droit à quelques secondes pour chaque exemple. Qu'est-ce que la justice?
la justice est là pour briser les grèves ou pour donner raison au patron à travers, à l'époque, le livret ouvrier et ainsi de suite. Qu'est-ce que l'armée? L'armée intervient à Fourmies, à Courrières et ailleurs lorsque les grèves deviennent trop dangereuses. Qu'est-ce que l'école? Je vais gagner un siècle et nous allons prendre un marxiste orthodoxe, médiocre mais orthodoxe, Pierre Bourdieu, ça sera la théorie de la reproduction. Qu'est-ce que l'école? L'école est un lieu où on apprend la soumission à ceux qui possèdent le droit de propriété, ou encore, autre façon, où l'on impose des auteurs, des types d'éducation, des modèles culturels qui font que les enfants des classes favorisées sont formidablement avantagés par rapport aux autres, et que donc, théorie de la reproduction, les élites reproduisent les élites. Ceci est partagé par beaucoup de gens. L'une des saillies les plus remarquables, je parle des saillies intellectuelles de Nicolas Sarkozy, avait été de dire pourquoi imposer la lecture de La Princesse de Clèves à l'occasion d'un concours d'entrée au PTT. À l'époque, c'était encore les PTT. Sous-entendu, évidemment, à la Courneuve, dans les familles, on lit assez peu La Princesse de Clèves, dans nos familles, éventuellement un peu plus. À mon avis, c'est un mauvais exemple, parce que pour lire encore La Princesse de Clèves, il ne doit plus y avoir beaucoup de familles. Bref, l'école sert à reproduire le modèle dominant. Notion suivante, on passe à l'économie, la loi de la valeur travail. Celle-ci, vraiment, on peut la présenter en une phrase. Le prix d'un bien, je vais un peu lentement si vous le permettez, le prix d'un bien est fonction de la dose de travail incorporée dans ce bien. Cette paire de lunettes demande 12 heures multipliées par un taux horaire, voici le prix de cette paire de lunettes. Je me permets de rappeler cette phrase, elle est importante pour toute la suite de notre soirée. Le prix d'un bien est fonction de la dose de travail incorporée dans ce bien. De même pour le salaire que l'on va donner aux prolétaires, aux salariés, à l'exploité. Marx dit, imaginons que l'ensemble des heures permettant de produire la nourriture, le logement, de quoi nourrir ses enfants du prolétaire, soit égal à 6 heures. Si je fais travailler le prolétaire pendant 12 heures, suivez-moi malgré l'heure, c'est important pour la suite. Je le fais travailler pendant 12 heures. Loi de la valeur travail, le bien qu'il produit pendant 12 heures vaut 12 heures. Mais l'ensemble des biens et services nécessaires à la vie et à la survie du prolétaire demande 6 heures. Donc le taux de salaire auquel je vais payer le prolétaire, loi de la valeur travail, nombre d'heures de travail nécessaires pour produire tout ce dont a besoin le prolétaire. Il prend l'exemple 6 heures. Je le fais travailler 12 heures, je le paye 6 heures. Eh bien la différence, vous l'avez sous les yeux, c'est la fameuse loi de la plus-value. Marx dit, si c'est 9 heures pour produire tout ce dont il a besoin, je le fais travailler 12 heures, la plus-value, évidemment, n'est que de 3 heures. Donc, pour les patrons, par exemple, conséquence, toute réduction de la durée du travail aura des conséquences importantes sur leur profit. Loi suivante, loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Loi de la baisse tendancielle, non pas de la masse des profits. Je vous fais grâce de la formule mathématique, vous vous en doutez. Par une formule mathématique, Marx pense pouvoir dire que les profits, le taux de profit, en tendance, historiquement, a tendance à baisser. Ce qui, évidemment, est une des choses qui condamne à terme le capitalisme, qui va cependant tenter de se défendre,
Et c'est comme cela que Marx et Lénine vont expliquer toute la période de l'impérialisme et de la colonisation. Car de nouveau, je peux faire, pardonnez-moi de l'expression, mais c'était l'expression de l'époque, vous ouvrez des guillemets s'il vous plaît, je peux faire suer le burnous des indigènes en Algérie en 1885, car déjà en 1885, je n'ai pas pris la date comme ça, elle m'est venue à l'instant à l'esprit, ce qui me fait rappeler qu'en 1884, il y a la loi Waldeck-Rousseau sur le syndicalisme en France. Donc, je ne peux plus exploiter comme je le veux à cause des lois sociales, etc. Donc, les patrons vont pousser les superstructures, le gouvernement et l'armée à entamer la conquête coloniale. Pour un marxiste, toute l'aventure de la conquête coloniale n'est pas du tout vue à la Jules Ferry, à la Waldeck-Rousseau, que sais-je encore, la mission civilisatrice de la France, apporter les droits de l'homme, éventuellement même faire du commerce. Elle est vue de façon tout à fait différente pour mettre fin, mais provisoirement, puisque le capitalisme est condamné par ses propres contradictions. On le verra du reste en parlant de la Deuxième République, comment les prolétaires vont être vaincus, je vous le dis déjà pour acclimater le propos, vont être vaincus à l'issue de l'expérience de la Deuxième République, mais la bourgeoisie accouche, dit Marx, d'un prolétariat qui prend conscience, après son écrasement, les émeutes de juin, du chemin que le prolétariat doit emprunter pour se forger les outils afin un jour de se libérer, la grève générale, la dictature du prolétariat, puisque la dictature du prolétariat sur la victoire finale, c'est la thèse du dépérissement de l'État, puisque théoriquement, on ne l'a pas vraiment vu, mais c'est un autre sujet, ne mélangeons pas les genres. Théoriquement, dans les pays qui ont adopté le marxisme, le bout du chemin, le stade du communisme final, c'est le stade du dépérissement de l'État. L'État doit disparaître, puisque l'État, rappelez-vous, c'est une superstructure uniquement oppressive, destinée à conforter le pouvoir de la bourgeoisie, des possédants, des titulaires de droits de propriété, des exploiteurs. Donc, comme il n'y a plus d'exploiteurs d'exploiter, il n'y a plus besoin de l'État. Et Marx écrit tranquillement, l'État va dépérir, d'où le mot thèse du dépérissement de l'État. Loi de la concentration, un mot, là aussi, vraiment pas plus, même si c'est un peu frustrant que j'aille pas plus loin sur ce type de sujet. Le capitalisme, pour essayer de remonter son taux de profit, va tenter toujours de faire des économies d'échelle. Comment faire des économies d'échelle? En se concentrant au fur et à mesure. Au bout du processus, dit Marx, il y aura le monopole. Il appelle ça la loi de la concentration. Or, qu'est-ce que le monopole? Le contraire de la concurrence. Je cite Marx mot à mot, le génie du capitalisme est tout entier contenu dans le processus de concurrence. Or, le capitalisme tend à se concentrer, pense-t-il, et on pensait bien des gens qui n'étaient pas de cette obédience. Quand j'étais étudiant, certains de nos maîtres nous prenaient régulièrement l'exemple de l'industrie automobile en nous disant, en l'an 2000, il n'y aura plus que 3 ou 4 constructeurs. Il y a aujourd'hui près du double de constructeurs que dans les années 60. Ils avaient oublié que des Coréens pouvaient arriver, que des Japonais pouvaient arriver, que des Chinois pouvaient arriver, et ainsi de suite. Mais, puisqu'on va tendre au monopole, on détruit ce qui fait le dynamisme de l'économie de marché, c'est-à-dire le processus de concurrence qui oblige chacun à se surpasser au fur et à mesure. Loi de la paupérisation, les capitalistes payent de moins en moins les salariés et les exploitent de plus en plus. Je vais m'arrêter une seconde là-dessus, vous allez voir pourquoi. Parce que c'est un magnifique exemple de ce qu'on appelle la dialectique. On dirait souvent la rhétorique, mais chez Marx, cela s'appelle évidemment la dialectique des contraires. Et donc il dit,
les patrons vont devenir de plus en plus riches, ce qui n'est pas contradictoire avec la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, pas de la masse des profits qui continue à augmenter, de la baisse en tendance du taux de profit. Plus-value sur capital variable plus capital constant. Pour vous en ficher, il vous suffit de savoir que c'est le taux qui baisse et non pas la masse. Et les salariés, eux, sont de moins en moins payés. Manque de chance, évidemment, augmentation du pouvoir d'achat des salaires continue depuis le milieu du XIXe siècle, avec certaines périodes d'une formidable accélération. Donc même les marxistes ne peuvent plus défendre la thèse de la paupérisation absolue. Mais tant que vous n'avez pas compris, y compris pour passer quelques moments sur cet ouvrage très bientôt, tant que vous n'avez pas compris que c'est une idéologie et non pas le respect de la réalité, vous vous dites, la loi de la paupérisation absolue ne s'étant pas vérifiée, les marxistes vont le reconnaître. Pas du tout. Ils vont dire, deuxième proposition, la loi de la paupérisation relative. Certes, le pouvoir d'achat des salaires ne cesse de monter, y inclus en tenant compte de l'inflation. Mais les profits augmentent plus vite que les salaires. Donc la paupérisation, certes, n'est plus absolue, mais c'est la thèse de la paupérisation relative. Nous étions encore dans les années 1960-1970. Les marxistes racontaient cela. Manque de chance. Sur longue période, pas sur les 10-15 dernières années, ne me prenez pas l'exemple des 10-15 dernières années, essayons de voir sur longue période, sur un siècle, les salaires ont augmenté, le pouvoir d'achat des salaires a augmenté plus vite que le pouvoir d'achat des profits. Donc les marxistes, quand ils sont un peu honnêtes, c'est contradictoire, direz-vous? Non, non. On peut être un idéologue, tout en étant, comme certains de mes collègues à l'université, des gens quand même respectueux des chiffres et des réalités. Les marxistes ont abandonné la thèse de la paupérisation relative et ils ont dit, certes, le pouvoir d'achat des salaires augmente plus vite que le pouvoir d'achat des profits. Mais, via les moyens de communication d'aujourd'hui, là où les prolétaires ne savaient pas qu'ils étaient des damnés de la terre, ne réalisaient pas qu'en un mariage du fils de M. Arnaud, on pouvait consommer, et là on vous jette des chiffres à la tête qui sont éloquents et qui marquent l'individu, 2000 SMIC ou peut-être 20 000 SMIC, que sais-je encore, les prolétaires prennent conscience de l'état dans lequel ils sont en termes d'exploitation. Et les marxistes alors proposent la loi de la paupérisation psychologique. J'ai pris 5 minutes sur cette loi, pardonnez-moi, mais ça me semble important lorsque vous vous posez la question, depuis 89, depuis ce qui s'est passé, comment se peut-il que des gens encore puissent professer telle ou telle idéologie ou corpus idéologique? Parce que justement, c'est une idéologie. Donc, ce n'est pas le maître qui reste aujourd'hui encore pour tous les marxistes de la Terre, d'abord Karl Marx, ensuite Lénine, mais ensuite seulement. Marx n'a pas pu se tromper. À moyen et long terme, mes collègues me disent, tu verras, à moyen et long terme, nous aurons raison. Un jour, le capitalisme s'écroulera, etc. Et je n'ai pour seule réponse que la réalité. En attendant ce jour, ce sont les économies de plan qui se sont effondrées. Ce n'est pas le régime capitaliste. Mais quand vous êtes un croyant, êtes-vous ébranlé parce que tel savant vous dit il est peu probable qu'il y ait un créateur, ça ne vous ébranle pas? Vous avez la foi. C'est le cas de Marx et des marxistes. Loi du matérialisme technologique, j'en ai déjà parlé. C'est la forme des droits de propriété en un moment donné qui explique le mode d'exploitation. Moulin à eau, moulin à vapeur, moulin à bras, moulin à eau, moulin à vapeur. Aujourd'hui, si Marx vivrait, très certainement,
il réfléchirait, et il était extrêmement brillant, il réfléchirait sur le numérique sans doute, sur la technologie d'aujourd'hui, sur l'IA, que sais-je encore. Loi du dépérissement de l'État, j'en ai dit un mot. Essayons de lire, si vous le voulez bien, les quelques lignes en dessous qui sont importantes. La dialectique qui explique le sens de l'histoire. J'aurais dû mettre des guillemets, je cite Marx mot à mot. L'histoire des hommes et l'histoire de la lutte des classes. Mais il y aura la grève générale, et j'ai marqué la dimension christique de la souffrance du prolétariat, son triomphe, la phase transitoire de sa dictature, le stade du communisme final, la fin de l'histoire, le dépérissement de l'État. Je veux juste pouvoir justifier la dimension christique de la souffrance du prolétariat. Marx écrit dans l'une de ses œuvres, je le cite évidemment mot à mot, « Le prolétariat souffre, mais par sa souffrance, il rachète l'humanité. » Pour ceux d'entre vous qui sont chrétiens, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Je répète volontairement cette phrase malgré le temps qui passe. Le prolétariat souffre, mais par sa souffrance, il libère l'humanité. Le Christ souffrira, mais par sa souffrance. Et vous connaissez la suite. Vous avez les principaux éléments. Je ne vais pas lire ce que vous avez sous les yeux à la page suivante. Quelques indispensables repères chronologiques, c'est pour vous éviter de gratter, puisqu'on va les voir à propos de l'histoire de la fin de Louis-Philippe jusqu'au coup d'État, le 18 Brumaire, de Louis Bonaparte. L'ouvrage, je vous en dis quelques mots, je passe sur ce que je viens de vous dire, et nous passons à l'analyse par Marx de son ouvrage « Le 18 Brumaire » de Louis-Napoléon. La thèse centrale du livre, permettez-moi de rester exceptionnellement, je ne le fais jamais à la faculté, mais j'ai ici tellement de choses à vous dire, ou je l'espère, dans le temps imparti, que je vais me tenir très près de mes notes pour éviter de m'évader pendant des minutes entières sur des sujets annexes. La thèse centrale du livre, le 18 Brumaire de Louis-Napoléon, de Louis Bonaparte, est la suivante. Tous les grands moments historiques sont l'expression de la lutte des classes, dont les contours sont définis par le mode de production du moment, vous le savez, et le degré de développement du pays concerné. Pour Marx, la France est le pays d'élection de la lutte des classes, et la Révolution de 89 a donné à la domination de la bourgeoisie une pureté nulle part atteinte ailleurs. Marx adorait la France, il a vécu à Paris, rue Vaneau. C'est du reste là, pour l'essentiel, qu'il a forgé son premier socialisme, et même son socialisme. C'est en France qu'on apprend habituellement ce genre de choses. Lénine a vécu en France, et Marx va retirer beaucoup de son séjour en France. Il connaissait merveilleusement la Révolution française, et il faisait la même erreur qui sera perpétuée, mais pas par lui, par ses disciples, sur la Révolution. Ça va nous servir pour la suite, c'est-à-dire la ligne Mathiez, pas Hollard, hein, Mathiez, Soboul, Vauvel, etc., c'est-à-dire la Révolution de 89, c'est la victoire de la bourgeoisie contre l'aristocratie, bourgeoisie qui se coagule lorsqu'il le faut avant de les écraser, important pour la suite, avant de les écraser. Je suis en 89-93 hein, pour le moment. Avant d'écraser le prolétariat, la bourgeoisie se serre des sans-culottes au moment des journées importantes pour renverser la monarchie et l'aristocratie. Pourquoi renverser la monarchie et l'aristocratie? Parce qu'elle bloquait le développement du capitalisme. Donc, pour l'école marxiste, 89, c'est la victoire de la bourgeoisie sur la monarchie, pas qu'elle détestait, sur la monarchie qui, par les corporations, interdit
le développement du capitalisme. Se servant, s'appuyant sur l'épaule du prolétariat, juchant haut, s'il le faut, le prolétariat, avant de l'écraser. C'est Thermidor, c'est la suite, et pour un marxiste évidemment, c'est Napoléon qui termine tout cela, qui couronne tout cela en solidifiant la victoire de la bourgeoisie. Je sais que c'est à peu près ce que la plupart d'entre vous et moi, nous avons appris sur les bancs de l'école. Sachez qu'en dehors de l'école historique marxiste étroite, de plus en plus étroite du reste, à propos de la Révolution, la Société d'études robespierristes, encore vivante à Paris, implantée au Sorbonne, se rétrécit d'année en année. Cette thèse, évidemment, n'a plus beaucoup de supporters. En conclusion, je vous dirai pourquoi, et nous y reviendrons. Marx donc aimait beaucoup la France, et il va s'intéresser beaucoup à la Révolution française et à la période 48-52. 48-52, Marx se pose la question suivante. Est-ce un embryon de révolution prolétarienne? Est-ce la systématisation de l'affirmation du pouvoir de la bourgeoisie? Ou encore l'ambition personnelle d'un aventurier, certes plébiscité par le peuple? C'est à ces questions que Marx, dans cet ouvrage, va s'essayer de répondre. Un des points saillants de sa démonstration est que, selon lui, la Seconde République a fait un recours tout à fait excessif à 1789. Un peu plus tard, on va expliquer combien 89 pour Marx, c'est un mouvement ascendant qui fait que les forces les plus engagées, les plus pures, vont éliminer au fur et à mesure les forces précédentes. Les Girondins vont éliminer les constitutionnels. À leur tour, ils seront éliminés par les Jacobins. Et il va nous expliquer combien la révolution de 48 est au contraire une révolution descendante, où après une acmé février 48, tout va concourir à l'écrasement du prolétariat, à la reprise en main par la bourgeoisie, mais rira bien qui rira le dernier, car un personnage va sortir du bois qui va s'appeler le futur Napoléon III, dont on va voir très vite ce qu'il en pense. Un des points saillants donc de sa démonstration est que selon lui, la Seconde République a fait un recours tout à fait excessif à 1789, ce qui a emprisonné et neutralisé l'élan révolutionnaire. Thierry Lentz, dans son introduction, vous les a cités, mais je ne résiste pas à vous reciter les premières lignes de l'histoire du 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Elles sont parmi les plus connues de l'œuvre de Marx. Nous citons Hegel, dont il s'est beaucoup inspiré. Hegel fait quelque part, dit Marx, cette remarque, que tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d'ajouter, écrit Marx, la première fois comme tragédie, la seconde comme farce. Cossidière, qui était un vague homme politique de l'époque, Cossidière pour Danton, Louis Blanc pour Robespierre, la montagne de 48 à 51, qu'il méprise profondément et dont il dit qu'elle s'est entièrement trompée, pour la montagne de 1793 à 1795, il termine le neveu pour l'oncle. L'histoire est devenue la caricature d'elle-même, dit Marx. La tragédie se transforme en farce. Le 18 Brumaire du génie, je cite toujours, devient le 18 Brumaire de l'idiot. Selon Marx, le moteur politique de l'ascension irrésistible de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est d'avoir su exploiter la nostalgie du Premier Empire et le désir de voir l'histoire reproduire ce moment de gloire. En dehors de cette habileté qu'il reconnaît à Louis-Napoléon, Marx a un mépris total pour le futur Napoléon III. J'ai glané un florilège
au fil des pages, des caractéristiques, selon Marx, du futur Napoléon III. Je cite évidemment. Napoléon III est une imbécilité astucieuse, la volonté obstinée d'un flibustier, bêtise puérile, longue vie aventureuse de vagabond, vieux roué rotor, aventurier chevalier de fortune accouru de l'étranger, élevé sur le pavois par une soldatesque ivre, grave polichinelle, personnage médiocre et grotesque, bassesse pratique, redondance théorique, bohémien, chef grotesque, punaise, voleur, corbeau, mauvais drôle, prestidigitateur, fermez le bas. Excusez du peu, ce n'est qu'un florilège, et son fil d'Ariane est le suivant. La révolution de 1948 a, selon lui, marché à reculons. Les prolétaires insurgés furent trahis par le Parti social-démocrate petit bourgeois, lui-même éliminé par le Parti républicain, lequel lui-même va être éliminé d'abord par la coalition royaliste, tant du côté des Bourbons que du côté des Orléans, les deux factions à l'Assemblée à l'époque qui se réclamaient du royalisme, les amis de Louis-Philippe, les amis de Louis XVIII et de Charles X, qui vont être réduits à l'impuissance par l'armée instrumentalisée au profit de Louis-Napoléon Bonaparte. Au contraire de la Révolution de 89, qui a connu une ligne ascendante, la Révolution de 48 suit la marche contraire. Durant la Grande Révolution 89, chacun des partis est adossé sur le parti le plus avancé. Ainsi, les Girondins éliminent les constitutionnels, ils sont à leur tour éliminés par les Jacobins. Chacun parmi les alliés les plus audacieux écarte le timoré et l'envoie à la guillotine. Certains se terminent par le 9 Thermidor. Marx ne l'ignore pas. Mais voyez, il dit, la révolution de 89, c'est un prolétariat de plus en plus pur, les sans-culottes, des héros pour Marx. Ce sont les factions les plus pures qui éliminent les moins purs, voire les plus corrompus. Évidemment, pour les Jacobins, la corruption de Danton et des Girondins ne faisait pas de doute. Au contraire, à partir de 1848, cela débute par le départ de Louis-Philippe, les journées de février, et cela va s'achever, selon Marx, lamentablement, par la victoire d'un aventurier, le neveu, l'idiot. Thiers ne disait pas mieux du reste, nous le verrons dans un instant. La révolution de 1948 suit la marche inverse. Le parti des prolétaires apparaît comme un appendice du parti petit bourgeois démocrate qui le trahit et l'abandonne en avril et mai et surtout lors des journées de juin. Nous allons revoir ces quelques événements, rassurez-vous, pour ceux qui connaissent mal l'enchaînement de la Seconde République. Le Parti démocrate s'appuie sur les républicains bourgeois, qui s'en débarrassent promptement pour prendre appui sur le Parti de l'Ordre. Le Parti de l'Ordre fait faire la culbute aux républicains et se jette sur les épaules de la force armée, qui à son tour s'en débarrasse au moment du coup d'État. Je cite, « La révolution de 1948 suit une ligne descendante. Louis-Napoléon avait deux épaules sur lesquelles se juchaient l'armée et l'Église. Et si tout cela est advenu, c'est parce que l'histoire n'était pas encore arrivée au point où une véritable révolution sociale était possible. » Pardon d'insister sur cette phrase malgré votre fatigue et la chaleur malgré la clim, parce que c'est ça le nœud de l'œuvre de Marx. Le prolétariat n'était pas encore prêt pour profiter de sa victoire, car c'est sa victoire, le renversement de Louis-Philippe. Et il n'a pas pu, il n'a pas su, nous le verrons. Les montagnards n'ont pas exploité au moment qui convient toutes les opportunités qu'ils avaient. C'est pas grave, dit Marx, mais je vous explique pourquoi, dit-il. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'étaient pas prêts dialectiquement
ils n'avaient pas pris conscience, la fameuse prise de conscience chez les marxistes, ils n'avaient pas pris conscience de leur possibilité d'arriver à la grève générale, d'arriver à la révolution, d'arriver au pouvoir. Et ils vont se laisser manipuler pendant ces 3 ans que dure cette période si riche. Selon lui, les révolutionnaires de 48 ont devancé l'histoire et en mettant la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire nous voulons tout de suite la victoire, les ateliers nationaux, Louis Blanc, le travail pour tous, et ainsi de suite, ils ont fait peur aux possédants, ils ont fait peur à la bourgeoisie. La bourgeoisie s'est alors appuyée sur les royalistes ont viré la bourgeoisie, mais à leur tour, voilà que l'idiot de service, dit Marx, va surgir, il va acheter les militaires. Toute une série d'épisodes sont connus, y compris la ration de vin, et ainsi de suite, et juché sur les épaules des militaires et de l'Église, il va arriver au pouvoir, d'une part, jusque-là démocratiquement, on le reverra dans un instant, et définitivement, à partir du coup d'État. Marx fait la périodisation suivante. Il découpe cette histoire en 3 parties dans son ouvrage. Un prologue, 24 février 48, 4 mai 48, première période. Deuxième période, 28 mai 49, c'est-à-dire la Constitution et l'Assemblée nationale constituante. Troisième période, 28 mai 49, 2 décembre 51, la République constitutionnelle, l'Assemblée législative qui va aboutir au coup d'État. Quelques éléments, s'il vous plaît, sur ces 3 périodes. Thierry, c'est toi le Suisse de service. J'ai parlé déjà combien ? Pour le moment, 45. 45. Théoriquement, j'avais droit à 1 heure. Et même en pratique. Quand un prince parle, un gueux doit s'exécuter. Prince, je m'exécuterai. Non, mais c'est l'esprit français. 15. La différence entre la pratique et la théorie. Absolument. 15 minutes auxquelles subrepticement j'ajouterai les 5 minutes aixoises. Je suis en poste à la faculté de droit d'Aix, et donc on ajoutera les 5 minutes aixoises, et ensuite le jeu des questions-réponses, évidemment. Ça me permettra du reste sans doute de repréciser tel ou tel point. Sur le prologue, la duperie de la fraternisation universelle, dit Marx, des journées insurrectionnelles du 24 février au 4 mai 48, proclamation de la République. Je me contenterai, si vous le permettez, vraiment de quelques éléments. C'est ce que certains historiens appellent la période lyrique. La campagne des banquiers, vous le savez, se termine et se transforme en insurrection. Je cite Marx, son expression est intéressante, un coup de main inespéré. Il est vrai que quand la période des banquiers commence, aucun ne peut imaginer que quelques semaines après, Louis-Philippe va partir en exil. Pour Marx, le régime de Louis-Philippe est une monarchie bourgeoise appuyée sur les grands financiers, mais qui a gravement négligé la bourgeoisie industrielle. La bourgeoisie financière, non. Il était appuyé, selon Marx, tout ceci pourrait se discuter phrase à phrase, évidemment, mais ce n'est pas le but. C'est de vous présenter cet ouvrage et de vous donner une petite conclusion tout à l'heure qui sera, selon moi, le point le plus important de ce premier propos. Le régime de Louis-Philippe est donc une monarchie bourgeoise appuyée sur les grands financiers, mais qui a négligé la montée des entrepreneurs, la montée des capitalistes, les prémices, 1820, de la révolution industrielle. Et là, en 1948, elle est déjà largement installée. Petite bourgeoisie qui est qualifiée par Marx de républicaine démocrate, avec un statut ambigu. Quant à la classe ouvrière, c'est là où le nœud de l'affaire
va se jouer. La classe ouvrière manque en réalité de conscience de classe, dit Marx. Elle ne sait pas sa force. Elle ne sait pas combien elle est exploitée. Elle ne sait pas que si elle se mobilise et que si elle joue intelligemment, elle peut vaincre, arriver à la grève générale, arriver à la révolution, arriver à la dictature du prolétariat, jusqu'au dépérissement de l'État, la victoire finale. Les journées de février sont en réalité un compromis dont les membres ne représentent pas eux-mêmes, mais la classe à laquelle ils appartiennent. Je vous passe les noms, bien sûr, avec cependant une notable exception, Lamartine, qui ne représente aucun des intérêts de classe. Marx voit en lui, je le cite, le contenu imaginaire et la rhétorique de la Révolution de février, faisant allusion à sa défense du drapeau tricolore contre le drapeau rouge, qui à l'époque veut être imposé par les révolutionnaires. Certains ont pu imaginer que la révolution de 1948 était une révolution ouvrière, puisque les prolétaires s'étaient impliqués et avaient imposé la proclamation de la République, la Seconde République, au gouvernement provisoire après l'épisode de la fin de Louis-Philippe. La preuve serait donnée par la proclamation du droit au travail et l'ouverture des ateliers nationaux à l'instigation de Louis Blanc. Poudre aux yeux, poudre de perlimpinpin, dirait Marx. Ce n'est pas ça qui fait une conscience de classe et une révolution prolétarienne. Un autre fait qui va être très important, et il faut le citer à cet instant, parce que ça va être le nœud de la suite et fin, c'est l'instauration du suffrage universel qui va donner aux paysans un pouvoir de décision crucial. À l'époque dont nous parlons, les paysans représentent encore 70% de toute la population française. Et c'est eux qui vont largement, d'une part, participer à l'élection du prince-président, d'autre part, accepter, cautionner largement par une immense passivité le coup d'État. Ce ne sont pas les paysans qui vont résister au 2 décembre 1951. Deuxième temps, 4 mai 1948, 28 mai 1949, de la proclamation de la République aux élections législatives. On va voir se mettre en place ce processus qui est décrit ainsi dans le 18 Brumaire. Toutes les révolutions politiques, jusqu'à la victoire un jour du prolétariat, 1917, mais on n'y est pas encore. Toutes les révolutions politiques, je cite Marx, n'ont fait que perfectionner la machine d'État au lieu de la briser. Chaque fois, la bourgeoisie, en réalité, sort plus forte. Elle investit l'État. Elle investit donc les forces de la défense, les forces de la police, les forces de la justice, les forces de l'éducation, toutes choses qui vont lui permettre de modeler l'ordre social, de modeler les contours de l'ordre social qui vont perpétuer sa domination. L'élimination du prolétariat commence par l'élection de l'Assemblée constituante le 4 mai 1948. C'est le triomphe de la faction bourgeoise, effrayée par les revendications du prolétariat. Marx détestait Louis Blanc et reprochait beaucoup à Louis Blanc son histoire des ateliers nationaux, en disant ça a rendu les ouvriers et le prolétariat tellement impopulaire, ça a tellement fait peur à la bourgeoisie qu'elle s'est vite mobilisée pour essayer de mettre fin, on va dire, à ce début d'expérience socialisante, pas socialiste, socialisante, que sont les ateliers nationaux de Louis Blanc. La bourgeoisie, pour réussir la Révolution, la fin de Louis-Philippe, s'était provisoirement alliée au prolétariat pour mettre fin à la monarchie. Il faut désormais, pour la bourgeoisie, se débarrasser de ce compagnonnage encombrant pour réaliser ce qu'est la République de février, c'est-à-dire une république bourgeoise. Il faut donc à la bourgeoisie multiplier un certain nombre de provocations. Et ces provocations, elles vont amener les prolétaires à commencer à défiler dans la rue
Et c'est une première vague avec l'arrestation de Blanqui et de Barrès. Malgré le temps qui passe, permettez-moi de rappeler, Blanqui a enfermé le seul connu, et non pas malheureusement son frère, qui était un économiste libéral de premier ordre, et qui est l'auteur de la première histoire, quelle que soit la langue, la première histoire de la pensée économique est due au frère de Blanqui. La fermeture des ateliers nationaux, et ça c'est crucial, la fermeture des ateliers nationaux le 21 juin déclenche une nouvelle insurrection sanglante, décisive du 23 au 26 juin, puisque le général Cavaignac va faire tirer. On ne sait pas, j'ai regardé, les historiens discutent, enfin, sur plusieurs milliers de morts au moment des journées de juin. Tout le monde s'accorde sur ce chiffre, d'où les surnoms que Cavaignac, Cavaignac le boucher, Cavaignac le sanglant, etc. Et ça va beaucoup jouer sur l'élection présidentielle. Marx estime que la révolution de février, c'est la belle révolution, celle de la sympathie généralisée, parce que les antagonismes étaient à l'état embryonnaire, alors que, selon lui, la révolution de juin, c'est-à-dire le fait de tirer sur les ouvriers et les prolétaires, c'est la révolution, je le cite, hideuse, je le cite, répugnante. Mais voyez l'intelligence quand même de Marx, sans lui donner à l'instant raison ou tort, dans l'analyse des événements, le véritable lieu, je le cite évidemment, le véritable lieu de naissance de la République bourgeoise, ce n'est pas la victoire de février, c'est la défaite de juin. C'est quand la bourgeoisie arrive à éliminer les prolétaires en leur tendant des pièges, sur lesquels je n'ai pas le temps de discuter à l'instant, que vous trouverez dans mon article. Ces pièges amènent les prolétaires à sortir dans la rue, en juin, à entamer une esquisse de révolte alors qu'il permet à Cavaignac, aux ordres de la bourgeoisie, de tirer sur les émeutiers et d'éliminer, malgré que la montagne dure jusqu'en 1951, de permettre d'éliminer quasiment, en réalité, dès ce moment-là, les forces du prolétariat. J'avance, si vous le permettez, parce que le Suisse de service va me jeter des regards qui vont être des regards assassins, dans un autre ouvrage, mais traitant du même thème. La lutte des classes en France, Marx écrit « L'état de siège mettait Paris bâillonné, sans résistance à ses pieds, et dans les provinces, les tueries de juin par Cavaignac, et dans les provinces, régnait l'arrogance menaçante et brutale de la victoire des bourgeois et le fanatisme de la propriété chez les paysans. » Marx s'intéressait beaucoup aux paysans. Il a beaucoup travaillé sur les paysans. C'est un fait négligé par la plupart des auteurs sur la période 48-51. Le rôle décisif de la paysannerie. Si la paysannerie avait voulu renverser tel moment de 48 à 51, elle le pouvait. Mais en réalité, depuis les spoliations des biens nationaux, les paysans ne sont plus si pauvres qu'il y paraît. Chacun a un petit morceau de bâtiment, chacun a acheté un petit quelque chose au moment de la débâcle des assignats. Les paysans à l'époque ne sont pas les damnés de la terre. Et donc, comme ils ne sont pas les damnés de la terre, en réalité, ils vont se rallier au parti de l'ordre, c'est-à-dire Louis-Napoléon. J'avance, je passe, pardonnez-moi, sur des choses que j'avais préparées et que vous trouverez dans l'article pour passer directement à l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, et le reste, vous le savez, va se déduire de ce point, vont arriver, de par la Constitution, des élections présidentielles. Et à ces élections présidentielles, Louis-Napoléon va se présenter, je recherche les scores, mais je les ai à peu près en tête, bref, à la grande surprise, en particulier de Cavaignac, en particulier des royalistes,
qui domine l'Assemblée à l'époque. Et à la grande surprise du petit parti, quarantaine de députés, sur plusieurs centaines, sur 700, sur près de 700, une quarantaine de députés bonapartistes. Voilà que Louis-Napoléon va l'emporter largement, 76% des voix. Cavaignac va être écrasé, 20%. Pour les autres, évidemment, des poussières, dont le 0,14 de Lamartine, l'allié de l'époque en termes de score, pas en termes, évidemment, d'idéologie. Ce qui intéresse beaucoup Marx, c'est comment des gens qui ne sont pas favorables à Louis-Napoléon, qui ne veulent pas intrinsèquement la victoire de Louis-Napoléon, vont quand même s'y rallier. Celui qui va donner un coup sérieux, un coup de main sérieux, avant la suite et la fâcherie définitive, jusqu'en 1870, c'est Thiers. Monsieur Thiers se dit « Je peux manipuler Louis-Napoléon ». Je ne sais plus où j'ai la citation, pardonnez-moi, où il dit « Mais vous la connaissez tous ». Vous êtes un crétin, voilà, c'est un crétin que l'on mènera. C'est un crétin que l'on mènera. Encore. Et alors, pourquoi, par exemple, un Thiers n'est-il pas hostile, loin de là au moment de la présidentielle, à Louis-Napoléon? J'ai retrouvé cette citation, pas j'ai retrouvé, je ne la connaissais pas. Elle est très intéressante. Thiers dit « Les instituteurs, avant 51, les instituteurs sont 37 000 socialistes et communistes. Il n'y a qu'un seul remède, il faut confier à l'Église l'instruction primaire entièrement et sans réserve. Il ne faut pas instruire le pauvre. » C'est capital pour les mentalités de l'époque. Monsieur Thiers, un homme éminent, un homme de progrès, pas au sens progressiste, un homme de progrès. Durant toute sa vie, il a montré, qui écrit « Il ne faut pas instruire le pauvre. L'enfant qui a trop suivi l'école ne veut plus tenir la charrue. L'instruction est, selon moi, un commencement d'aisance, et l'aisance n'est pas réservée à tous. » En particulier pour M. Thiers, quand on a la chance d'être du bon côté de la barrière, évidemment. Pourquoi je vous cite cela? Parce que pour lui, les Louis Blancs, les initiateurs des banquets, la Révolution de février, ça sera un jour l'instruction pour tous. Ça sera les enfants qu'on enlève à la terre. C'est un des grands arguments pendant la campagne présidentielle de Louis-Napoléon. Il passe en province et dit aux paysans, vous savez, attention, c'est socialiste, avec l'instruction obligatoire, etc. Ils vont enlever les enfants à la terre. Or, à l'époque, évidemment, dans les conditions de l'époque, les paysans ont encore besoin et grandement de bras, donc de leurs enfants. N'oubliez pas aussi, et ce n'est pas sans rapport avec ce qu'on raconte, qu'il n'y a pas de système de protection sociale et de retraite, et que selon la tradition qui a duré jusqu'en 1928, les enfants sont les bâtons de vieillesse des parents. Vous connaissez tous cette expression. Ça veut dire donc que, de même que les parents ont aidé les enfants aideront leurs parents, et ainsi de suite. Gagnons du temps. On est presque au bout, je vous rassure. L'élection présidentielle consacre Louis-Napoléon à partir de ce moment-là. C'est la troisième période. Il va bien falloir trancher le nœud gordien. Et là, Marx est assez brillant dans ses analyses, dans la façon dont il montre comment les différentes forces agissent et interagissent. La Constitution, donc, fait un président pour 4 ans. Ce président, vous le savez tous, n'est pas rééligible. Il va donc se poser la question dans 4 ans du départ de Louis-Napoléon et de l'arrivée, il ne peut pas se représenter, et de l'arrivée d'un autre président. C'est à tout cela que dès le soir, sans doute, de son élection, comme président de la République, pense Louis-Napoléon.
Et c'est à cela que pense aussi l'Assemblée. Or, l'Assemblée se déchire, y inclut la montagne. Marx a des phrases d'une méchanceté inouïe. Il était d'une méchanceté inouïe, comme à peu près tous les aigris, car il estimait avoir raté sa vie. Il n'avait que, peut-être, on estime à peu près, Schumpeter dit, il avait 1 millier de personnes dans le monde entier, y compris les États-Unis, qui suivaient les écrits de Marx. D'accord ? Marx est un auteur qui a un fond de méchanceté en lui, qui rejaillit quand même sur les termes, vous l'avez vu concernant Louis-Napoléon, qui sont particulièrement injustes et particulièrement violents. Et il applique cette violence aussi à la montagne. Car toute l'histoire de l'élection jusqu'au coup d'État, c'est une histoire dont je ne vous ferai pas grâce dans mon article, mais dont je vous fais grâce puisque le temps passe, et qui amène les uns et les autres à se positionner, jusque et y compris la tentative par les bonapartistes, je vous la fais très courte, qui commence à s'allier à une partie du Parti de l'Ordre, afin, par une procédure des 3/5, de voter la possibilité d'une réélection du président sortant. Or, si une majorité est bien acquise, il n'y a pas le quorum nécessaire pour que la loi soit adoptée. Et là, il analyse très subtilement les jeux. Il inclut la façon dont les montagnards se suicident, selon lui, en s'agrégeant à certains moments à une partie du Parti de l'Ordre. Vous avez donc les bonapartistes, une partie du Parti de l'Ordre, les montagnards, qui jouent un jeu, pardonnez-moi dans une telle maison d'une expression si familière, mais c'est vraiment ça, je t'aime moi non plus. On s'engueule, de nouveau on se réconcilie, de nouveau les montagnards rompent avec le Parti de l'Ordre, et ainsi de suite. Au total, finalement, l'Assemblée n'arrive pas, le quorum n'est pas atteint pour la réélection possible de Louis-Napoléon. C'est alors que Louis-Napoléon vraiment met en œuvre le futur coup d'État. Pour cela, il s'appuie sur Morny, vous le savez bien, et je me suis même permis de vous rappeler, parce que ce sont ceux qui comptent et les seuls qui comptent, je crois que vous l'avez, me semble-t-il. Voilà, si on reprend quelques indispensables repères chronologiques, coup d'État du prince-président 2 décembre 51, je vous le lis, Louis-Napoléon Bonaparte, bien sûr, Auguste Charles de Morny, son demi-frère, qui est en réalité celui qui a pensé et réalisé le coup d'État, le général Leroy de Saint-Arnaud, qu'il ne faut pas négliger, parce qu'il va apporter à lui seul l'armée, ce qui n'était pas évident, car Cavaignac était du côté de l'Assemblée, mais aussi le patron de l'artillerie, Neumeyer, était aussi pour l'Assemblée et contre la possibilité d'un coup d'État. Le général Bernard Magnan, personnage oublié dont le rôle est absolument décisif dans le coup d'État, et Victor de Percy. Donc, les uns et les autres, je t'aime moi non plus, un jeu de coalition, je vous ai fait grâce, pas seulement parce que le temps passe, c'est inimaginable le nombre d'épisodes. Les montagnards s'allient avec une partie du Parti de l'Ordre, lequel se fâche avec la bourgeoisie, les bourgeoisies se fâchent avec les bonapartistes, et ainsi de suite. C'est un nombre d'épisodes absolument inouï à l'intérieur de l'Assemblée. Bref, Louis-Napoléon n'est pas rééligible, et c'est alors le 2 décembre 51, le coup d'État. Je vous demande simplement ces 5 minutes que j'ai capturées de façon autoritaire et mandarinale, et auxquelles je voudrais vous confier un instant pour vous dire quelle est ma conclusion. Je n'ai pas dit la conclusion, la mienne, nourrie en particulier par mes lectures innombrables sur la Révolution française, d'ouvrages en plus que je prépare,
très bientôt, quoiqu'étant économiste de profession. Et je vais me rallier, je ne cache pas évidemment quelle est ma source, à celui qui, selon moi, domine l'historiographie révolutionnaire, des pieds à la tête en passant par la colonne vertébrale, et ce que vous voulez, c'est-à-dire François Furet. Il y a la Révolution, là, les auteurs avant. Oui, je crois que pour lui, on peut dire le mot génie, qui est complètement galvaudé, puisque Mbappé est un génie. Et Maître Gims, c'est un chanteur de rap, Prince. Et Maître Gims aussi. C'est vous dire combien le terme est galvaudé. François Furet, plus on le lit, lisez vraiment Pensez la Révolution française. 200 pages, chaque ligne, je viens de la relire encore, il y a quelques jours, chaque ligne de Pensez la Révolution française introduit une nouvelle idée. C'est éblouissant. Le couple, même s'il n'était pas en couple, François Furet, Mona Ozouf, sur la Révolution française, vraiment, ont, si j'ose dire, sans aucun mauvais jeu de mots, c'est le seul mot qui me vient, révolutionné l'histoire de la Révolution. Et fait que désormais, Mathiez, Soboul, Vauvel, Masaryk et les autres n'ont plus qu'une poignée de fidèles. Je peux vous le dire parce que souvent l'université est maltraitée et à partir de quelques épisodes particulièrement scandaleux, alors je suis dans une faculté de droit et économiste, pas pour vous raconter ma vie. Économie, je connais assez bien la 5e section sciences économie et j'ai fait 50 ans de ma vie en faculté de droit, et pas la plus petite quand même, la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Alors, ce qu'on vous dit sur l'université, c'est à peu près l'inverse de ce qui s'y passe. S'il y a bien un lieu où le savoir est encore respecté, où on peut débattre, moins quelques lieux que nous savons et qui sont les foyers d'agitation. Je ferme la parenthèse, c'était à propos de la révolution des robespierristes et des quelques lignes de conclusion que je veux vous proposer, s'il vous plaît, dont je vous remercie d'avance d'y prêter attention. Selon moi, voilà la grande erreur de Marx. C'est une interprétation complètement erronée du XIXe siècle français. Et je pense que François Furet a raison dans ce que je vais vous dire. Je lis, c'est très court. Marx commet une double erreur analytique qui fausse la totalité de ses interprétations. D'une part, il fait le pari méthodologique et interprétatif de tout imaginer, 48-52, en termes de lutte, de questions sociales, de soubassement économique à travers les titulaires des droits de propriété, comme expliquant tout. Malheureusement, il disqualifie le politique, qui explique évidemment, avec la volonté des hommes, traduit en actes, infiniment plus que tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui se passe entre 48 et 52. Dit presque bêtement ou de façon puérile, mais ce n'est pas aussi puéril, croyez-le, que ce que vous allez l'entendre. Si Louis-Napoléon n'est pas Louis-Napoléon, il n'y a pas le 2 décembre 51. Ou si Morny n'est pas Morny. Autrement dit, la conception, sauf pour ceux parmi vous, c'est tout à fait leur droit, qui croient à la conception déterministe de l'histoire. Marx était, vous le savez, un déterministe, le fameux sens de l'histoire, ce qui doit arriver va arriver inéluctablement. Et d'autres, pour faire simple, à travers Raymond Aron, pensent que la volonté des hommes, traduite en actes, fait l'histoire, forge l'histoire, donne les contours de l'histoire humaine. D'autre part, ils scandent tous les événements à partir de 89 avec une unique boîte à outils et grille de lecture où alternent des moments, selon lui, des moments, les uns tantôt favorables aux prolétaires, les autres à l'inverse. La seule boussole, le seul guide, le seul appareillage de compréhension s'épuisant, selon lui, dans la dialectique sans fin de la lutte des opprimés pour leur libération, à l'aide du matérialisme, tant historique que technologique. D'autre part, c'est la première critique, d'autre part, il ne comprend pas ce qui se joue dans l'histoire de la France, sans cesse recommencée entre 1789 et 1800.
1875. Dans le hiatus entre des valeurs programmées autour de l'égalité, 1789, oubliez un instant la guillotine, tout ce qui s'est passé, etc. Autour des valeurs de l'égalité, Tocqueville l'a montré de façon tellement éblouissante que personne ne peut y trouver à redire. 89, c'est la révolution de l'égalité. C'est CIS, c'est qu'est-ce que les tiers-États, et c'est l'égalité. Je reprends ma phrase. Dans le hiatus entre les valeurs programmées autour de l'égalité et la réalité qui peut se constater. La courte période si riche, qui s'étale en si peu de temps, entre 48 et 52, est l'un des épisodes, selon moi, ni plus important, ni moins important que les autres, des régimes incertains, fragiles et précaires, dont aucun, jusqu'en 1875, ne dépasse 20 ans, de 1789 à 1875. Des monarchies restaurées aux républiques ressuscitées jusqu'aux empires retrouvés, aucun de ces épisodes n'échappe à la tentative, par adhésion enthousiaste, de renouveler la révolution de 89, certains moments, je vais vous les dire, ou à l'inverse, dans une hostilité plus ou moins totale, de ramener 1789 à un accident qu'il faut oublier définitivement et rejeter dans les limbes et les ténèbres de l'histoire. Le fil d'Ariane de tout le 19e, c'est là où je pense Marx ne l'a pas compris. Mais il n'est pas le seul, loin de là, j'ai cité Mathiez et les autres. Le fil d'Ariane de tout le 19e consiste à rejouer ou rejeter la révolution de 89, celle qui est la matrice de tout jusqu'en 1864. C'est en son nom, la révolution de 89, que se font les insurrections. C'est aussi en son nom que se font les brutales réactions. Comme l'écrit Ronan, je le cite, « Rien d'important n'arrive en France qui ne soit la conséquence directe de ce fait capital. » La révolution de 89 ne s'est achevée qu'en 1875. Les uns ne voient dans le refus de 89 qu'un retour fantasmé et haï dans ceux qui refusent 89, d'accord ? Ma phrase n'est peut-être pas tout à fait claire. Les uns ne voient dans le refus de 89 qu'un retour fantasmé et haï à une monarchie profondément détestée par eux. Mettons l'esquisse des socialismes, pas du socialisme, des socialismes. Les autres voient dans les journées insurrectionnelles que de nouveau encore la possibilité d'une dictature jacobine, dont ils se réjouissent, de la terreur et de la guillotine de masse. Jusqu'en 1875 et la stabilisation opérée par la Troisième République dans une acceptation quasi unanime, et particulièrement, enfin, dans les milieux ruraux et paysans qui se rallient à la République, seulement à ce moment-là, que la République modérée libérale, ni progressiste, ni réactionnaire, rejetant le socialisme comme la monarchie, devient un régime acceptable, porteur de progrès pour la plupart des gens, toute la période qui débute, en réalité, depuis le désastreux licenciement de Turgot, jusqu'en 1799 et jusqu'en 1875 ensuite, n'est qu'un film qui repasse sans cesse. Tantôt c'est la bande A qui est proposée au peuple, on lui promet que cela est bien fini, cela c'est la terreur, la guillotine, le tribunal révolutionnaire, la Vendée, Robespierre, Danton, Saint-Just, Couthon, Carrier, Fouché, le Fouché des massacres de Lyon, Fouquier-Tinville et les autres. Et c'est alors avec évidemment de nombreuses nuances, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, Napoléon III, Monsieur Thiers, avec de nombreuses nuances. Mais c'est cette famille qui dit 1789, ce sont des excès, c'est la terreur, etc. Tantôt, l'histoire et ceux qui la font proposent la bande B au peuple. Ce sont les journées révolutionnaires de 1830,
celle de 1848, la Seconde République, la fin du Second Empire, la Commune. Il appartiendra à la troisième naissante de sortir par le haut de ce siècle français, le 19e, particulièrement chaotique en politique, malgré des réussites remarquables en matière d'économie. On pense évidemment à Louis-Philippe et à Napoléon III. Le coup de génie de la troisième, et particulièrement de Jules Ferry, mais surtout et d'abord de Waldeck-Rousseau, aura été de donner une traduction concrète aux idéaux de liberté et d'égalité. Cette concrétisation s'est faite par une série de lois, celle sur le syndicalisme, celle sur la presse, la liberté d'association, les grandes lois scolaires. Mais ceci est évidemment une autre histoire que je n'aurai sans doute jamais le plaisir de vous conter, du moins en ce lieu, étant donné l'objet social et la période couverte par la Fondation. Je vous remercie.